tu pars de ton anatomie et après tu fais tout, quoi. Quand tu parles des poumons, tu peux faire les poussières, comme tu peux faire du travail à la chaleur. Donc ça, c'était pendant la formation. Ouais. On revenait sur l'anatomie et les risques, en fait. Oui, et à partir de l'anatomie, les risques. Et alors, pourquoi tu me parles de ça? Parce que je t'avais demandé qu'est-ce qui a fait que t'accroches. Eh ben c'est ça. Bon, on a fait, par exemple, à un moment donné, à partir des poumons et du cœur, on a fait le travail à la chaleur. Donc le mec nous explique que dans la sidérurgie, quand tu es devant un four à 800 degrés, et que tu travailles devant, tu travailles pendant 20 minutes devant le four et tu te reposes 45 minutes. Tu te reposes, mais tu es payé, hein. Tu te reposes parce que t'as tellement, ton cœur a tellement, il a été tellement battu ouais. qu'il faut absolument que tu te reposes. Donc tu vas dans une salle de repos. Et après 45 minutes, tu repars. 20 minutes. Donc ça veut dire dans la journée, je sais pas, tu fais devant le four, tu fais 3 heures. Bon. Et moi, c'est une chose que j'avais jamais. Enfin, toi. Je vais sur un chantier, c'était un chantier de chauffage urbain. Et bon, je dis bah je vais voir les types, ils étaient au fond de la galerie. Le chauffage urbain, donc le chauffage urbain c'est les 2 ou 3 usines qui brûlent les déchets parisiens, et de là part de la vapeur qui va chauffer une série d'abonnés, donc tous les hôpitaux de Paris, et aussi des universités, des immeubles entiers. Donc tu as un tuyau dans la galerie qui fait 1,60 m de large, et de la vapeur part à 180 degrés. Et tu as un autre tuyau beaucoup plus petit qui revient pour être réchauffé encore avec de l'eau chaude. C'est-à-dire que la vapeur est devenue eau chaude. Donc tu as un circuit sur tout Paris, de chauffage urbain, que je ne connaissais absolument pas. Et donc sur ce tuyau de vapeur de 180 degrés, tu as ce qu'ils appellent des douelles, c'est-à-dire des tapis qui gardent la chaleur. Et quand ils les ont installés en 1940, ils ont mis des tapis amiantés. Et donc les tapis amiantés, au bout de 40 ans à 180 degrés, ben, ils commencent à se déliter, quoi. Et donc ils tombent en poussière, et donc il y a un problème d'amiante. Donc je vais voir au fond d'une galerie à 70 mètres en bas des échelles là, donc je descends de 7-8 mètres, parce que c'était assez profond. Je vais au fond de la galerie, donc je me brûle sur le mur, je fais constater par un thermomètre, je ne sais plus comment on appelle ça, 57 degrés le mur. Là, tu te brûles sur le mur. Je vais au fond, voilà, bon, je regarde les mecs travailler, les mecs ils étaient vraiment tout maigres. On est en quelle année là? Là, 97. Et je regarde 20 minutes, une demi-heure, ils avaient un masque, une sorte de masque, quoi. Je ne sais plus lequel c'était, mais c'était pas le masque qu'il fallait, quoi. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enlevaient la douelle sur 2 mètres de tuyau, et là ils allaient mettre une vanne qui allait être branchée sur l'immeuble. La douelle, rappelle-moi ce que c'est. C'est un tapis. C'est le tapis, d'accord. Voilà. Et donc, je reviens, beaucoup de mal à revenir jusqu'au puits. Pourquoi? Parce que j'étais fatigué, extrêmement fatigué. J'avais pas travaillé, mais j'étais à la chaleur. J'ai travaillé un quart d'heure devant les mecs. Et donc j'arrive très péniblement en bas du puits, et je m'aperçois que dans mes bottes en caoutchouc, j'ai de la flotte comme ça. Une 5-6 cm de flotte dans les chaussures, dans les bottes, donc en caoutchouc. Dedans? Oui.
Et je vais remonter, j'y arrive pas. Mais d'où elle vient cette flotte? Il y en avait au sol? Ben, c'était de la Ah non. sueur. C'était de la Ça sueur. peut pas être au sol. C'était de la sueur. J'avais tellement sué que tout était tombé dans les bottes. Que de la sueur. Et quand je suis remonté là-haut, après avoir eu des difficultés, il a fallu que je me repose vraiment 2, 3, 5 minutes en bas du puits. Je suis remonté les 7-8 mètres là. Je suis arrivé dans le vestiaire, j'étais épuisé quoi. Et j'y avais passé 20 minutes. Et les mecs, ils étaient 2h30 quoi. Et tous les jours? Ah bah toute la journée, tous les jours, oui. Donc j'ai fait arrêter le chantier de façon, enfin sans autorisation de faire arrêter le chantier. Ça, c'était ton premier contrôle? Enfin, Non. parmi les premiers? Parmi les premiers. Oui. T'as fait arrêter le chantier? Parce que Oui. toi, tu peux faire ça? Non. Non, mais j'ai dit, attendez, là, donc c'était un arrêt informel. On n'avait pas de pouvoir sur. On ne peut pas arrêter un chantier pour ça. Mais tu l'as dit et ça a été suivi? Voilà, ça a été suivi parce que c'est une entreprise qui est très sérieuse au niveau chauffage urbain. Enfin, il n'y en a pas 36 à Paris, il n'y en a qu'une, hein, c'est CPCU. Donc, que ça s'appelle très sérieuse de faire travailler les gens dans ces conditions? Très sérieuse, non, mais attentif quand même à l'hygiène de sécurité. Sauf que visiblement, là, ils n'avaient rien vu. Donc j'appelle le médecin du travail. Le médecin du travail arrive, ce qui n'est jamais le cas. Et je dis, bon, bah écoutez, là, vous voyez, mes bottes étaient pleines de sueur, c'est impossible, enfin, si vous voulez, vous descendez, vous irez voir. Mais c'est pas possible. Donc, travail à la chaleur, j'avais compris, puisque j'avais eu mon cours. Tu vois. Donc j'ai dit, bah écoutez, je sais pas combien de temps il faut qu'il travaille, mais il faut au moins autant de repos. Je vous rappelle que la sidérurgie, c'est 20 minutes et 45 minutes dehors. Voilà. Et donc, en fait, on a obtenu ça. Enfin, j'ai obtenu ça. Et l'autre idée qu'ils avaient, c'est que, alors si je me souviens bien, je crois qu'il y avait 60 km de galerie, mais je crois que c'est beaucoup plus. Et non, ils avaient 60 km de douelle qui dataient de Pétain, amiantés. Et ils m'ont dit au départ, notre objectif, c'est d'enlever les douelles amiantées d'ici la fin de l'année. 6 mois plus tard, je les revois, ils me disent non, on va pas enlever les douelles, on n'enlèvera que là où on a besoin de mettre une vanne. Et donc, en fait, ils ont considéré de fait que toutes les galeries, il y avait un risque amiante, il y avait le risque chaleur, plus le risque amiante. Mais ils n'ont jamais désamianté le tout, quoi, parce que c'est impossible à faire. Impossible parce que 60 km de douelle, tu t'imagines. Pour enlever, parce qu'en plus la douelle, elle colle sur le tuyau, tellement elle est abîmée. Voilà. Et j'aurais pas eu cette formation tout à fait par hasard sur le travail à la chaleur. Je serais passé à côté. Hein. Complètement. T'as un autre souvenir d'un contrôle qui t'a marqué au début du métier? Oui. C'est assez curieux parce que en 1940, ma grand-mère et mon grand-père divorcent. Mon grand-père ayant trompé ma grand-mère avec une jeunette de 18 ans. Donc, mineure. Qui était la meilleure amie de ma mère. La mineure. Voilà, ça c'est une chose. Un petit tas à droite ou à gauche. Le deuxième petit tas, je me retrouve dans le 5e arrondissement et je lève la tête et je vois un mec dos vide, 6e étage, sur une gouttière, en train de réparer une fenêtre. Donc la gouttière, enfin c'était pas la gouttière, c'était le tableau qui était devant la gouttière, donc le tableau était large comme ça. Il était accroupi, dos vide, en train de rafistoler la gouttière. Donc, À quelle hauteur? 6e étage, donc oui, 6 x 3, 18. Voilà, 18-20 mètres. Donc je monte dans l'hôtel, je me présente, je demande où est la chambre du 6e, etc. Bon, les mecs en bas m'indiquent,
Ils sont un petit peu surpris de voir quelqu'un rentrer un peu précipitamment dans l'hôtel, sans être client. Je monte au 6e, j'ouvre précautionneusement la porte, pour pas faire peur à un mec qui est au bord du vide. Et je le fais sortir je le fais rentrer dans la chambre. Donc c'était le fils du patron. Et je lui dis, monsieur, mais vous avez vu ce que vous êtes en train de faire? Il me dit, oh oui, mais je suis habitué, j'ai pas peur du vide, je fais de l'alpinisme, enfin, il sort toute une série de conneries, les unes derrière les autres. Et je lui dis, bon, ben, là, je fais un arrêt de chantier, parce que là, on a un pouvoir, on peut faire un arrêt de chantier. C'est-à-dire dans quel cas? Ben, quand il y a un risque de chute de hauteur, et avant, c'était pour tout, un risque de chute de hauteur de plus de 3 mètres, et pas de moins de 3 mètres. Alors qu'on peut se tuer en tombant de moins de 3 mètres, et que l'infraction est la même. Le problème, c'est pas si tu meurs ou si tu meurs pas. L'important, c'est que tu chutes. C'est un hasard si tu meurs ou si tu meurs pas. Hein, c'est comme dans un accident de voiture, tu te prends un mur, ou tu meurs. Ah ben c'est con. Ah, oui, c'est con, c'est sûr. Tu meurs pas parce que je sais pas quoi. Enfin, c'est presque, je te dirais pas que c'est un hasard, mais parce que tu faisais du 70 au lieu de faire du 80, mais tu as pris le mur. Bon, ben c'est pareil dans une chute de hauteur. C'est toujours à plus de 3 mètres, votre pouvoir? Non, non, maintenant ça y est, c'est toute chute de hauteur. Oui. Donc là, tu pouvais le faire arrêter. Oui. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Ça a mis 20 ans de passer de 3 mètres à tout risque. Quand je dis 20 ans, 82, ouais. 20 ans. Donc je le fais rentrer, etc., etc. Bon, et j'ai mis un PV. Voilà. Et ça, je crois que c'est mon premier contrôle. 2 ans plus tard, je fouille les affaires de mes parents, de ma grand-mère, etc. Oui, parce que j'attendais le lien avec l'autre petit tas. Et donc, quand mon grand-père a été viré par ma grand-mère, il a été se réfugier dans un hôtel, et c'était dans cet hôtel-là. Premier contrôle, quoi, le même hôtel. Pas mal, hein? Et un chantier du bâtiment, c'est venu beaucoup plus tard ou tu en as eu au début? Mais ça, c'est un chantier du bâtiment, il travaillait sur la façade. C'est vrai. Les chantiers du bâtiment, ça m'a branché tout de suite. Donc, pendant le stage, j'étais sorti avec des contrôleurs, des inspecteurs qui faisaient du bâtiment, et ça m'a branché tout de suite. J'adore les chantiers du bâtiment. Pourquoi? D'abord parce que l'employeur n'est pas là. Il est rarement là. Tu discutes avec les gens et tu es directement efficace. C'est-à-dire, tu dis, mettez un garde-corps à cet endroit-là, enfin une barrière, je vous interdis de faire ça, vous avez vu ce que vous êtes en train de faire, on ne travaille pas comme ça. Voilà. Alors, tu fais un peu le caporal, quelquefois, tu peux faire même le flic, surtout quand il y a des risques vraiment importants, des mecs qui inhalent de la poussière de ciment, par exemple, il fait un trou, il en ramasse plein. Poussière de ciment, il y a du silice. Donc tu ramasses une silicose. Mais quand tu dis là on est plus directement efficace, c'est parce que les risques sont plus visibles ou c'est parce qu'ils appliquent... Tu as une situation de danger et tu l'arrêtes immédiatement. Vous ne pouvez pas travailler comme ça, je demande de mettre un truc. Et le mec, il est presque saisi de ce que tu lui dis, quoi. Donc il fait. Ou alors il y en a qui commencent à être récalcitrants et ça se passe plus mal, quoi. Alors là, tu fais monter le chef d'équipe, tu fais monter le surtraitant, tu fais monter... Parce que là aussi, tu as le pouvoir d'arrêter le chantier? Non. Non. Non, si, chute de hauteur, si. Si c'est de la hauteur. Chute de hauteur, chute d'ensevelissement. Risque chimique, mais je le mets de côté parce que c'est impraticable, et risque amiante. Impraticable, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est une procédure qu'ils ont mis en place il y a quelques années, là qu'ils viennent de réformer dans la nouvelle loi, et pendant 15 ans on n'aurait rien pu faire avec ce risque chimique, parce que c'était par exemple une exposition sur 8 heures. Et le risque chimique, c'est jamais une exposition sur 8 heures. Donc tu mesurais sur 8 heures, donc évidemment tu avais des pics d'inhalation, enfin d'empoussièrement extrême, mais comme au bout d'une demi-heure, ça baissait, et donc quand tu fais la moyenne sur 8 heures, bah, tu es toujours en dessous de la moyenne.
Exemple, un serrurier qui commence à limer du métal, tu vois, ben, pendant qu'il lime ou pendant qu'il scie, il en ramasse plein la gueule, mais à un moment donné, il arrête de scier. Donc toutes les poussières de métal, tu les vois sur les taux, hein, mais tout ce qu'il y a dans l'air, parce qu'il n'y a pas que de la grosse poussière. Là où il y a de la grosse poussière, c'est qu'il y a de la petite poussière. La petite poussière, elle rentre dans ton poumon, ça je l'ai appris à ce moment-là, que je l'ai fait maintenant. Elle rentre dans le poumon, elle descend dans les alvéoles, et comme elle est tellement fine, elle ne repart pas. Et donc tu accumules tranquillement. Une question que je pense beaucoup de gens se posent sur les risques chimiques et plus généralement sur les autres risques. Toi qui fais ce métier depuis si longtemps, est-ce qu'il y a un mieux, je veux dire, dans leur prévention, ou c'est pire, ou ni l'un ni l'autre, de ce que tu constates? Je parle pas des métiers de service là, il viendra après. Dans les garages, tout ce que tu inhales comme produit. Donc, il y avait des produits avant pour nettoyer les moteurs. C'était des produits, je ne peux pas dire, produits chimiques. Donc ils nettoyaient très bien les moteurs, mais cancérogènes à fond la caisse, quoi. Donc ils ont arrêté, puis ils avaient trouvé un procédé biologique qui nettoyait moins bien le moteur, mais qui le nettoyait quand même. Et donc quand ce produit biologique miraculeux est arrivé, on en a fait la pub partout, quoi. Dans tous les garages de France et de Navarre, et les patrons disaient oui, mais ça nettoie mal. Ils restaient toujours avec le produit cancérogène, quoi. Donc il y a eu une bataille de chiens. Bon, mais quand même, en même temps, c'était un produit tellement cancérogène et tellement mauvais pour l'environnement que par la réglementation environnement, un certain nombre de rejets dans les égouts, etc., c'est comme ça que ça a été, comme ils ont mis des normes importantes. C'est par là qu'ils ont été obligés d'arrêter le produit. Il y avait aussi ce qu'on appelle les ateliers de traitement de surface. Donc tu mets des produits plus ou moins métalliques, surtout sur les bijoux, sur les machins, donc tu trempes dans une solution chimique particulièrement pourrie, donc, enfin cancérogène je veux dire, tu trempes des objets, ta statuette, enfin, des choses, et donc ces produits chimiques sont des cuves qui peuvent être des cuves de plusieurs mètres cubes. Hein. Donc tu fais tremper un moment et tu ressors, etc., etc. Et donc c'est cancérogène, enfin pour un certain nombre. Hein. Je me rappelle d'être rentré dans un truc complètement pourri partout, enfin ça a éclaboussé, enfin, tu inhalais tout ça, etc., etc. Et le mec a dit, non, je ne fais plus d'investissement là, je viens de faire le dernier investissement pour la remise pour le retour à l'égout. Et il me montre un truc, alors on était dans un truc pourri, mais Zola, toi, mais franchement Zola. Et il nous ouvre une porte, et là il y a un truc tout neuf sur le filtrage pour remettre à l'égout, toi. Donc la préfecture sur l'environnement avait été passée là, les avait obligés à mettre 500 000 €, enfin j'exagère, 50 000 € sur ce truc-là. Donc remise à l'égout impeccable, les salariés par contre, en amont, ils en prenaient toujours pas la gueule, quoi. Il n'y avait rien pour les salariés, il y avait tout pour le goût. C'était très bien, hein, mais c'était l'un ou l'autre, quoi. C'était pas les deux, quoi. Et dans les métiers du service aujourd'hui, qu'est-ce que tu constates le plus comme infraction? Comme infraction ou comme problème, même si ce n'est pas des infractions inscrites. C'est ce qu'on appelle le lean management, là, c'est le nouveau management. C'est-à-dire la rentabilité au maximum, les objectifs, les pressions sur les salariés, l'organisation scientifique du travail très poussée. Je t'en ai parlé tout à l'heure avec la restauration rapide? Non, avec le mec qui est derrière son écran et qui voit ses 12 magasins à travers la France. Oui, qui voit les objectifs en temps réel. Ouais. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux, quoi. C'est l'organisation du travail qui est faite de façon scientifique, c'est-à-dire sans
sans pause, avec des objectifs toujours inatteignables et qui font que tu as une telle pression sur toi qu'il y a plus une individualisation, c'est-à-dire que tu es concurrencé avec tes collègues. Et là, la question immédiate, c'est par quel chemin, quel biais, comment tu fais pour essayer de faire changer les choses, quoi. Parce que c'est là, je suis extrêmement certaine, difficile. ce serait C'est extrêmement difficile. Si c'était écrit dans le code qu'il ne faut pas... Alors écoute, je te donne l'exemple de France Télécom. Après les suicides et après le fait que les types soient retrouvés mis en cause devant les tribunaux, qui doivent passer peut-être bientôt. Après ça, sur un open space genre front office, back office, téléphone, avec donc un open space de 140 personnes, je rentre dans l'open space et je vois des tableaux. Des tableaux comme des tableaux de football, tu sais, avec Paris Saint-Germain 0, Nice 3. Tu vois, des panneaux lumineux. Oui. Et il y en avait un par équipe. Donc le panneau, il faisait 1,50 m sur 1 m. Et dessus était marqué les objectifs. Ce mois-ci, il faut faire, ce jour-ci, ce jour, il faut vendre 35 Nokia, 18 iPhone et 14, je sais pas quoi. Alors c'était des produits, je ne peux pas te dire lesquels. Et donc chaque équipe avait les mêmes objectifs. Donc les équipes sont en marguerite, qu'on appelle, c'est-à-dire 5-6 ensemble là. Il y avait 5-6 équipes, chacun avec son panneau, et tous avec un manager, un agent de maîtrise qui les boostait pour vendre au maximum dans la journée. Donc il y avait 8 agents de maîtrise, il y avait 8 marguerites. Et il était 17h, et ils étaient là encore pour 1 heure, et il y avait une équipe qui était en tête, et 7 autres qui n'étaient pas en tête, évidemment. Et ils étaient en concurrence ensemble. Et je leur dis, mais c'est quoi votre truc là? Donc je leur ai fait toute la morale. Pour ce qui est des textes, j'avais pas grand-chose. Mais ils les ont laissés. Donc chaque soir, il y en avait un qui était une équipe qui était récompensée d'une prime de 6 €. Et il y avait beaucoup de jeunes dans ces équipes et ils jouaient bien le jeu, hein, du patron. Ils le jouaient parce que tu les sentais quand même critiques. Ils le jouaient parce qu'ils n'avaient pas le choix, ou ils adhéraient. Les vieux qui étaient dans les équipes étaient complètement en retrait. Et ils jouaient pas le jeu. Et les jeunes, ils prenaient ça comme un jeu. Alors ça, c'était il y a 7-8 ans. Ces jeunes de maintenant, s'ils sont encore sur les open space, parce qu'à mon avis, ils sont partis parce que c'est infernal, ça m'étonnerait qu'ils soient encore sur ce coup-là. Parce qu'en plus, vu ce que tu peux gagner 5-6 € de plus, ça fait 60 € à la fin du mois. Parce que tu ne gagnes pas toujours. Donc ils étaient en concurrence quand même. Et ça, c'est terrible. J'imagine qu'il y a des fois où tu as pu trouver une manière de raccrocher au texte. Voilà. Donc je pars dans l'autre sens, c'est-à-dire que je commence, il faut faire une enquête, je commence par les effets sur la santé. Il dort plus, il prend des médicaments, il va chez le psy, il a des envies de suicide, il a un psoriasis, il a un eczéma. Donc je pars des effets sur la santé, je vois si c'est lié au travail, et de là je remonte à l'organisation du travail est pathogène. C'est comme ça que je fais. Et donc c'est pas forcément du harcèlement, c'est ce qu'on a, parce qu'il y a le harcèlement moral individuel, même collectif, qui est bordé juridiquement de façon très stricte. C'est ce qu'on appelle le harcèlement institutionnel, c'est-à-dire en fait c'est l'organisation du travail qui les pressions, et donc ça c'est pas reconnu juridiquement au niveau pénal. Ça peut l'être peut-être au niveau civil, mais au niveau pénal, 0. Donc on ne peut pas mettre de PV là-dessus. Donc on est obligé de passer par la santé. Et quand tu vois
le PV de Catala sur France Télécom, quand il y a eu la grande crise de France Télécom en septembre 2009, septembre 2010, je ne sais plus, où il y avait 35 suicides, il y en avait eu 7 pendant l'été, etc., etc. Catala, qui était inspectrice du travail, tout à fait expérimentée, avait le siège de France Télécom. Elle a appelé tous les collègues qui avaient fait des constats équivalents en France et en Navarre, a centralisé et a fait un PV de 80 pages, qui est d'ailleurs sur Internet, pour démontrer qu'il y avait un management pathogène. Et donc elle s'est appuyée sur trois infractions: mise en danger d'autrui, harcèlement moral et absence de document unique d'évaluation, ou document unique merdique. Le juge, le parquet, a enlevé harcèlement moral et n'a gardé que 2 infractions: mise en danger d'autrui, donc qui est dans le code pénal, et document unique d'évaluation insuffisant. Et on en est là, et on verra le procès là, je ne sais pas quand est-ce qu'il commence, mais bientôt, dans 5-6 mois. Donc comme quoi, ce que tu disais, Donc, même si à l'instant T, tu n'as pas beaucoup de moyens d'agir, mais le fait d'aller faire des constats, oui, ça peut resservir dans un dossier. Ah mais tu fais le constat, quand et tu disais, là, je leur fais la morale, mais en fait tu fais un constat. C'est quoi un constat? Oui, mais j'attends, là j'avais pas constaté, au moment où j'ai fait ce constat de mise en concurrence entre eux, j'ai pas été voir les salariés. Sur la santé. Sur la santé. D'accord. D'où l'importance de faire ça. Mais encore faut-il avoir les moyens de faire l'enquête. Je peux pas dire, c'est pas parce que chacun est en concurrence qu'il y a mise en danger d'autrui. Oui, bien sûr. Donc il faut que tu démontres que ça a atteint à la santé, et là tu remontes. Mais ce que je te disais, il faut avoir les moyens de faire l'enquête. Il faut le temps. Il faut le temps, c'est ça. Ce que je n'ai pas eu évidemment à ce moment-là. C'est fréquent que les inspecteurs fassent des enquêtes, je veux dire en dehors d'un accident grave. Alors les enquêtes accidents graves, théoriquement on en a à peu près l'obligation. C'est un peu stupide qu'on ne fasse que les graves. Puisque les graves, c'est presque un hasard si tu es mort ou si tu n'es pas mort. Je ne reviens pas là-dessus. Parce que, je prends toujours le même exemple, chute de hauteur de 18 mètres à la Tour Eiffel, le mec il tombe dans un bosquet, c'est un peintre, il est tombé dans le bosquet, il n'est pas mort. 18 mètres. Pourquoi tu dis obligation? C'est à votre initiative d'en faire ou pas? Oui, mais il y a une forte recommandation de nos services, de notre hiérarchie, de faire toujours les enquêtes. Pour accident grave. Oui. Donc le mec il s'est relevé, il est tombé dans les bosquets, il s'est relevé et il n'avait rien. Ou à peu près rien. Rien de cassé. Un petit peu... En étant tombé de 18 mètres. Donc il était à 18 mètres sur la Tour Eiffel. Il avait une corde, la corde a été coupée par la poutrelle. Donc, il tombe de 18 mètres, il ne meurt pas. Et il était à peu près en santé. Là, il y a une chute de hauteur d'un type sur ma section, là. Il tombe de 2,30 m et il est mort. Donc tu vois, c'est pas ça qui compte, c'est la chute. On est toujours sur le même... bon. Et donc, on parlait de ça? L'obligation ou pas de faire l'enquête, et tu me dis sur les accidents graves. Alors je dis oui, c'est sur les accidents graves, mais... Et je te demandais si beaucoup d'inspecteurs faisaient en dehors des accidents graves des enquêtes. Non, parce qu'on n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Alors moi j'en ai fait une là qui m'a pris un temps infini. Évidemment l'employeur s'est plaint auprès de mon ministre. Et j'ai été obligé de justifier que j'ai pas été impartial, que... Alors, là où l'employeur était coincé quand même, c'est que c'était sur un service pas au monde, et il y avait quand même 3 personnes qui me disaient j'ai eu envie de me suicider. Alors qu'ils n'avaient pas fait de tentative. Voilà. Et donc ce que j'ai fait, j'ai envoyé les 3 personnes chez le médecin du travail. Je l'ai dit à l'employeur, sans donner les noms. Je les ai envoyés au médecin du travail, et j'ai dit au médecin du travail, est-ce que vous pouvez attester
que je vous ai envoyé 3 personnes qui avaient des envies de suicide. Et il l'a attesté dans tout le monde, et entre autres au CHS. Donc jamais ils ont contesté ça. Par contre, sans jamais le contester, et alors que c'était pour moi le fer qui brûlait le plus, jamais ils n'en ont pas, jamais, déni complet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils me disent quelque chose, comme si ça n'avait jamais existé. Mais, monsieur, la situation est grave. Vous avez quand même 3 personnes qui ont eu envie de se suicider. Ils ne répondent pas. Parce qu'évidemment, c'est là où ça blesse pour eux. Mais ils ne répondent pas. Et donc, ils laissent la même organisation du travail, avec la même hiérarchie, etc. Donc, la prochaine fois, si tu veux, s'il y a une merde... Donc j'ai fait un PV, mais le PV il a été contesté, donc je n'ai toujours pas de nouvelles du PV, alors que ça fait quand même 7-8 mois que je l'ai déposé. Il a été contesté par le patron, qui dit quoi? Bah qu'il n'y a rien. Déni complet. Mais de quoi? Il ne peut pas dénier le fait que non, il n'en parle pas. Des salariés se soient exprimés en disant on a dépensé non, sur toute la situation du service en question, il n'y a aucune réponse. Ils disent rien. Il dit simplement, vous avez fait une enquête partiale. Point. Donc ils ne vont pas sur le fond. Vous avez interrogé qui vous avez voulu. Donc j'aurais dit... Ah, la contestation portait sur ça. Ah oui. D'accord. Il n'y a pas de contestation sur le fond. C'est-à-dire que... il contestait... Ça n'existe pas. Sur le fond, rien n'existe. C'est le lien avec le travail qui conteste? Ou le fait... Non. Même pas. Non, il n'y a rien. Entre autres, il y a des discriminations syndicales, parce qu'il y a deux représentants syndicaux dans la boîte, qui touchent, tout le monde est augmenté 5 à 6% par an, et eux, ils sont augmentés de 0,2 et 0,6. Bon. Non, et ils disent, non, il n'y a pas de discrimination syndicale. Point. Ils ne vont pas plus au fond, il n'y a pas. Donc, c'est comme s'ils attendent le juge, quoi. D'ici là, alors le jour où il y aura le juge, où ils seront devant le juge, là ils développeront leur idée. Mais pour l'instant, moi jamais ils ont contré. Explique-moi on n'a pas le temps. Une enquête comme ça, outre le fait que j'ai interrogé une trentaine de personnes, une demi-heure, 3/4 d'heure, chacune, dans la boîte. Et à chaque fois que tu me pointes dans la boîte, tu as une réticence de plus en plus importante. Du chef de service, du DRH, du machin. Donc là, tu es dans un conflit larvé. Enfin, tu sens l'hostilité complète. Bonjour monsieur, je viens faire une enquête pour harcèlement dans tel service. Je veux rencontrer un certain nombre de personnes. Vous voudrez bien le signaler à toutes ces personnes-là. Vous voudrez me mettre un bureau à disposition, un peu à l'écart, pour que tout le monde ne voit pas qu'on vient me voir. Donc là, eux ils sont tétanisés. Et moi, je suis, comme je te l'ai expliqué, dans un autre registre. Et j'interroge qui je veux. Et j'interroge pas. J'interroge les responsables de ce que je pensais des infractions, je les interroge qu'à la fin. Et ils sont dans le déni complet. Comme ils sont dans le déni complet, enfin, j'ai déjà fait des enquêtes harcèlement sexuel. Jamais, monsieur ou moi, quoi? Comment vous osez? Enfin, toi, le déni complet, comme Baupin, comme toujours, comme notre Strauss-Kahn. Tu es complètement dans le déni. Un jour, dans 2 ans, 3 ans, devant un juge, ça y est, ils prendront les... Pourquoi je te demande de m'expliquer on n'a pas le temps? Évidemment, j'ai bien compris... Et après, il faut que tu fasses ton rapport. Attends, le nombre trop important d'entreprises sur chaque territoire, donc évidemment, c'est une raison importante. Mais j'imagine que sur le tien, il y en a 1000 à peu près, c'est ça? Les 1000, il n'y a pas des problèmes aussi importants dans les 1000. Et à ma connaissance, c'est vous qui décidez. Ah mais oui, c'est nous qui décidons. Où vous allez, sur lesquels vous allez passer plus de temps, etc.
Autant les Ou alors on vous impose un certain nombre de les accidents contrôles. du travail physique, Hmm. ils nous disent rien. Tu as un accident avec un ascenseur, avant de comprendre ce qui s'est passé, il se passe un moment, est-ce que la porte a été ouverte, comment elle a été ouverte, pourquoi la cage d'ascenseur est tombée si rapidement et a écrasé le mec. Tu vois, il y a des problèmes techniques. Donc si tu veux, là, il y a une expertise, ça prend du temps. Enfin, bon, il y a un problème de mécanisme physique qu'il faut que tu comprennes et que tu ne comprends pas forcément. Mm. Et là, ils ne te reprochent rien parce qu'ils te disent les accidents du travail, c'est sacré. Mm. Bon. Là, on est dans autre chose. Pour eux, c'est pas la même chose. C'est tout à fait autre chose. Et quand tu raisonnes avec le fameux arbre des causes en disant il y a des effets sur la santé, le bras coupé ou le psychiatre, le bras coupé pour le physique, ça ils veulent bien ils admettent déjà pas, mais après quand tu t'attaques aux causes, tu as compris que la scie elle a coupé, donc tu peux comprendre pourquoi la scie a coupé. Ça peut être relativement simple, mais quand tu t'attaques à l'organisation du travail, alors là pour eux c'est... Alors oui, on peut faire, oui. Mais donc il y a plus ou moins des reproches d'y avoir passé trop de temps? Non, pas de reproche, aucune reconnaissance. C'est-à-dire, jamais ils te diront ah c'est un bon boulot. Jamais. Alors sauf pour Catala sur France Télécom, parce que le rapport de force dans les médias était tel que j'étais obligé de dire à la fin. Enfin, le DGT à l'époque, il a dit it's a good job. Point. Pour la féliciter. Mais en ces termes? Oui, it's a good job. Le mépris, quoi. Bon, it's a good job. Voilà les félicitations, quoi. Alors voilà, tu prends du temps, mais comme tu sais, il y a des priorités. Les priorités, c'est pas celle-là. Les priorités, c'est les chutes de hauteur, le travail dissimulé et les salariés détachés, l'égalité homme-femme, voir si les grandes entreprises signent des accords, et simplement sur le fait qu'ils signent ou qu'ils ne signent pas des accords, non pas sur l'accord lui-même, jamais là-dessus. Et puis, tu as encore autre chose, les risques CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes. Voilà, c'est ça les priorités, il faut 50% de ton temps là-dessus. Après, tu as 50%. Ça, c'est quand même une prescription. Ah bah c'est... Oui, c'est tes priorités, c'est tes objectifs. Quand je te disais tout à l'heure, vous avez totale autonomie sur... on a totale autonomie. Elle est pas... C'en est déjà une, ça. Il y a quand même... S'il y a 50% du temps sur ça... C'est une attaque sur ton autonomie, oui. Bien sûr. Et en plus, c'est sur des choses qui peuvent être tout à fait... Enfin, normales. Tu ne peux pas dire on va rien faire sur les chutes de hauteur, mais ça on le fait tous les jours. À chaque fois que tu es sur un chantier, voilà. Sur les salariés détachés, il faudrait que tu en aies sur ton secteur, parce que si tu n'en as pas, tu ne peux pas. Si, aller contrôler, voir s'il y a des détachés, je vous dis, il n'y en a pas. Mais oui, mais la semaine dernière, il n'y en avait pas, cette semaine, il y en a peut-être. Je dis oui, bien sûr. Donne-moi des ordres de grandeur, le nombre d'agents de contrôle en France, le nombre d'entreprises, ou par rapport au nombre d'employeurs ou de salariés, qu'on se fasse un peu une idée. Donc il y a 18 millions de salariés, mais on est aussi compétent pour la fonction publique hospitalière en matière d'hygiène et sécurité. Donc ça inclut? Non. Donc il y en a 700 000 en plus, 800 000. Eh oui. Avant, on ne contrôlait pas EDF, mais maintenant on contrôle EDF. Avant, on ne contrôlait pas France Télécom, puisque c'était PTT. Enfin, tout ça, ça s'est rajouté. Donc, si tu veux, France Télécom, c'est un. Sauf que c'est 250 000 personnes. Alors attends, si on rapporte au nombre de salariés, donc, en incluant ce que tu viens d'ajouter, à peu près, on est dans quelle ordre de grandeur? 20 millions. Ensuite de ça, tu as 1 800 000 employeurs, entreprises. Mais avec des complications parce que tu as des établissements. Tu as des établissements de partout, enfin bon. Et là, tu comptes les hôpitaux, tout ça? Oui, mais les hôpitaux, il y a 40. Enfin, non, il n'y a pas 40, il y en a 600. Oui, c'est pas le volume. Voilà, mais enfin, quand tu es à Paris, quand tu contrôles l'assistance publique et que tu as un établissement comme Pompidou, tu peux y rester des jours et des jours. Alors attends, je vais parce que Pompidou, sans Pompidou, tu t'imagines, tu as 7 ou 8 000 salariés et tu imagines les risques qu'il peut y avoir, les risques bio, les risques à la pharmacie,
Tu as des risques partout. Et en face, l'ordre de grandeur du nombre d'agents de contrôle? Alors, à un moment donné, jusqu'en 2010, on était 2256, et là, on arrive à 1900. Donc, on nous réduit énormément et par le fait aussi que ils ont fait ce qu'on appelle des sections spécialisées, c'est-à-dire des gens qui ne sont que sur un thème, l'amiante, les salariés détachés, etc., etc. Donc en fait, celui qui est sur l'amiante, il avait théoriquement 1000 entreprises, mais les 1000 entreprises, en fait, c'est nous qui allons les avoir. Donc on va avoir plus d'entreprises et lui ne s'occupera que de l'amiante. Sur un plus grand territoire. Sur un plus grand territoire. Mais si tu veux, en même temps, il va contrôler 30 ou 40 entreprises amiantes. Alors que ou 30 ou 40 chantiers amiantes. Et les 1000 entreprises qu'il avait, ben, c'est quelqu'un d'autre qui les fait, quoi. Enfin, c'est plusieurs personnes. Donc en fait, sur les 1900 qu'on est, il y a des sections spécialisées, il y en a 400 ou 500. Donc en fait, on est presque 1500 à se partager les 18 millions de salariés et les 1 800 000 entreprises. Mais attends, ça peut pas être indéfini. Comment est déterminée la taille du territoire? Par le nombre de salariés. Et le nombre d'entreprises. Ce nombre, qui en décide? L'administration, à partir des chiffres de l'INSEE, répartit globalement 100 entreprises de plus de 50 salariés et un certain nombre d'entreprises de moins de 50 salariés. Mais l'INSEE ne comptabilise pas, quartier par quartier, les entreprises de moins de 10. Résultat des courses, toutes les entreprises de moins de 10, ben c'est tous les commerçants, disons, globalement. Et donc ça n'est pas comptabilisé, donc ça tombe sur ton territoire et tu ne sais pas si tu en as 400 ou si tu en as 1000. D'accord. Et ce nombre a varié dans le temps, j'imagine, ou pas? Oui, mais oui, dans les années 70, on a les inspecteurs du travail qui ne s'occupaient que des entreprises de plus de 50 salariés, par exemple, pouvaient avoir 120, 130 entreprises de... Et puis bien plus tard, en 92, 95, ils n'avaient plus que 70 à 100 entreprises. Attends, mais tu parles de 1000 aujourd'hui? De plus de 50 salariés. D'accord. Mais si tu veux, comme le Code du travail a énormément grossi, entre autres sur l'hygiène et la sécurité, sur les contrats, puisqu'avant, tu sais, le principe, tu avais un contrat, c'était le CDI. Bon, maintenant, quand tu regardes le Code du travail, tu as la table des matières, il y a 25 contrats, sortes de CDD. Avant, il n'y avait qu'un CDD, tu avais le CDD, quoi, point. Maintenant, il y en a 25. Et là, dans la loi El Khomri, ils ont inventé un nouveau CDD qui s'appelle joueur professionnel de jeux vidéo. C'est-à-dire que ceux qui organisent des concours, embauchent en CDD des joueurs professionnels. C'est encore un nouveau CDD. Donc il y a eu le lobby des joueurs de vidéo, là. Tiens, t'es voir El Khomri, nous aussi on veut un CDD spécifique. Non mais ils ne prennent pas des cons. Voilà, donc tu as 28, maintenant 25 plus 1, 26 sortes de CDD. Contrat d'insertion, contrat ceci, contrat cela. Donc quand tu vas dans la boîte et que tu te retrouves avec un registre du personnel et que tu t'aperçois que, parce que normalement il y a une colonne où on spécifie le type de CDD, et que tu commences à t'apercevoir qu'il y a plein de CDD de différents teneurs, évidemment principalement des contrats aidés, ben, si tu commences à travailler là-dessus, ça te prend du temps. Et donc on a toujours la même... alors on a un logiciel pour comptabiliser ce qu'on fait, hein, qu'on doit remplir presque chaque jour, etc. etc. Beaucoup d'agents de contrôle le boycottent, ce logiciel. Donc ils sont en faute, ils sont inquiétés pour leur prime à cause de ça. Et donc dans ce logiciel, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est que si tu contrôles, par exemple, dans une petite boîte, 2 contrats de salariés temporaires,
tu mets la même croix que si tu contrôles les 1200 salariés temporaires chez Peugeot. Ça vaut la même chose en termes de travail, de reporting. Donc tu t'imagines quand tu commences à faire un contrôle à Sochaux Peugeot. La conséquence, elle est claire, hein. C'est que tu vas plus, enfin, tu pourrais être amené à aller plus chez les petits. Mais la hiérarchie te dit, mais pourquoi vous allez là où c'est compliqué, à Renaud-Douai ou à Sochaux Peugeot? On vous demande de faire du temporaire, ça vous coûte ça coûte pas plus d'aller voir un petit, aller voir des petits. Ils nous le disent, cyniquement. Parce qu'on va pas emmerder Peugeot et Renault sur les intérims. C'est bien, enfin, pas déconner. C'est pas le moment. Dans le bassin d'emploi, c'est important d'avoir Renaud-Douai avec 1200 intérimaires. Tu me raconterais s'il te revient là un moment dans ton métier où tu t'es senti particulièrement satisfait, utile, du plaisir, je ne sais pas comment te le dire. Ben un bon moment. C'est les accidents du travail. Où tu arrives à démêler les choses jusqu'au bout, tu comprends exactement ce qui s'est passé et tu vas faire tout au possible pour que l'employeur soit condamné. Un te revient là ou pas? Oui, c'était un chauffeur un conducteur de rouleau compresseur qui est passé sous son rouleau compresseur. Le conducteur lui-même? Oui. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu? Ah oui, eh ben oui, toi tu découvres ça. Voilà, voilà. J'ai mis 2 mois à comprendre. Et en plus c'était étonnant parce que c'était devant le journal Le Monde, mais devant, à 7, en face du journal Le Monde. Donc des témoins? Non, c'est pour dire simplement qu'il n'y a jamais eu un entrefilé dans le monde. Ah. C'était devant. Bon. Alors, il n'y a pas de journaliste qui passait. Deuxièmement, le social, ça n'a jamais intéressé le monde. Bon, donc, voilà. Donc le type est passé sous son rouleau compresseur. Chose inimaginable, incompréhensible pour tout le monde, quoi. Voilà. Et donc j'ai démêlé la chose. J'ai compris pourquoi. J'ai fait un PV. Le type, l'employeur a été condamné à 1500 €. Et donc j'avais mis en cause aussi le fabricant du rouleau compresseur. Oh, mais monsieur Sénégalien, c'est un rouleau compresseur suédois. Vous savez, hein, la sécurité des Suédois, hein, pas de problème. Hein. Vous n'allez pas me dire qu'il n'est pas conforme. C'est suédois. Ils m'ont fait ça 20 fois. Ils m'ont expliqué que c'était suédois, donc c'était forcément conforme. Et donc il n'était pas conforme de mon point de vue. C'est-à-dire que normalement un engin, quand le conducteur n'est pas dessus, il ne peut pas rouler. C'est le principe de base, c'est ce qu'on appelle le système homme-mort. Que tu sois dans un train, tu presses ton volant toutes les 15 secondes et si tu presses plus, le train s'arrête. A priori, sur ces engins-là, il devrait y avoir un système homme-mort, c'est-à-dire que tu te lèves du siège, donc il n'y a plus, tu es debout, donc a priori, ça devrait s'arrêter. Ou il y a un bouton, ou il y a je ne sais quoi. Et là, pas du tout. Et donc j'ai eu l'explication après, mais pourquoi il n'y avait pas de système homme-mort. Donc en fait, ce qui te fait marcher le rouleau compresseur, tu as un manche, tu l'avances, plus tu l'avances, plus il va vite. Et puis tu le recules, plus il recule et plus il va vite. Donc tu l'avances un petit peu et il commence. Et normalement le manche devrait revenir au point mort. Mais en fait il ne revient pas au point mort. Donc tu l'avances, tu fais 2 km/h et là tu avances, tu n'as plus besoin de toucher à ton... Ça roule. Voilà, tu n'as plus qu'à guider éventuellement, mais ça roule. Voilà. Donc il est descendu. Il a laissé rouler son engin. Et comment tu as su qu'il était descendu? Parce qu'il était écrasé. Oui, c'est pas ça que je voulais dire. Pourquoi il est descendu? Ça, oui, c'est ça à déterminer. Voilà. Et donc, monsieur l'inspecteur, enfin, il n'y avait aucune raison de descendre. Qu'est-ce que c'est que ce geste de folie?
Mm. Qu'est-ce que c'est que ce geste de folie? C'est de sa faute. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est devant les juges. Le jour de l'accident, ils m'ont avoué pourquoi ils descendaient. Oui, on sait bien. Les collègues? Non, pas le patron. Parce qu'il dit pas la même chose 18 le mois jour plus tard. même et 18 mois non, plus tard. bah non. C'est pour ça que souvent il faut aller sur l'accident immédiatement. Il sera passé par son avocat. Bah oui. Donc il m'a dit oui, bah oui, on sait bien qu'ils font ça. Mais on sait bien parce que on dit rien. Parce que on a besoin. C'est-à-dire que pour que le goudron ne colle pas aux deux rouleaux, ce qu'on appelle les billes, il y a un léger fil d'eau qui est en permanence sur les billes, de telle façon que le bitume chaud ne colle pas. Donc tu as une sorte de gouttière avec une pompe à eau qui alimente la gouttière, qui laisse tomber de l'eau. Voilà. Et la pompe à eau était bouchée. Donc, la combine, c'est quand la pompe à eau est bouchée, on descend, on accompagne le rouleau et on enlève la pompe, on nettoie la pompe pour qu'elle laisse passer à nouveau de l'eau. Donc il y a un filtre, donc tu enlèves le filtre, tu tapes dessus, tu enlèves l'eau, enfin pas l'eau, les herbes, puisque en fait ils mettent là-dedans de l'eau qui est dans les caniveaux. Et l'eau des caniveaux, c'est l'eau de la Seine. L'eau de la Seine, eh ben, elle vient directement de la Seine et il y a des herbes. Et donc c'est des herbes qui bouchent la crépine, ce qu'on appelle. C'est-à-dire le filtre. Et donc c'est ce qui s'est produit. Et puis pour une raison ou une autre, il est passé dessous. Donc écrasé sur la moitié, sur toute la longueur. Et donc il n'est pas passé sous les deux billes, parce qu'il y a des traces de sang. Il est passé que sous une bille. Donc en fait, c'est en descendant ou en remontant de son engin qu'il a glissé et qu'il est passé sous la bille. En montant ou descendant. Jamais on a pu savoir. Et donc normalement, entre les deux billes, il y a ils mettent en plus une sorte de jupette, de jupe, ils disent comme ça, c'est-à-dire un truc en plastique qui t'empêche d'aller sous la roue. Donc il n'y avait pas. Mais à chaque fois qu'on voit cette jupette, c'est un rajout. C'est jamais conçu au départ comme ça par les fabricants. Ça c'est une première chose. Et deuxième chose, ils avaient modernisé l'engin, les Suédois, là, et ils avaient mis des marches pour monter comme ça, en décalé les unes aux autres. Donc dans l'ancien engin, qui était exactement le même modèle, mais qui faisait moins lunaire, entre guillemets, les marches elles étaient larges comme ça, il y en avait 3 pour descendre ou pour monter. Donc quand tu descends, tu n'as plus de problème pour savoir si tu mets ton pied droit, ton pied gauche, tu n'as pas de problème à descendre, parce que tu descends dos, enfin tu descends comme ça, voilà. Tu descends ton engin comme ça, donc tu es dos au chantier, quoi. Mais à partir du moment où tu mets des niches comme ça, il faut savoir que tu mets ou le pied droit ou le pied gauche. Et donc quand tu cherches à mettre ton pied droit, quand tu descends, tu cherches à mettre ton pied. Et après tu cherches à mettre ton pied gauche, au contraire. Tu vois. Donc ils avaient mis ça, donc j'ai estimé que c'était une mauvaise conception de l'engin. Certes, ça faisait vachement plus joli, esthétiquement ça faisait lunaire, quoi. J'avais l'impression d'être sur la lune avec cet engin. Voilà, donc comprendre tout pourquoi il était descendu et pourquoi il a chuté entre les deux billes, toute la question était là, voilà. Et donc j'ai résolu le problème, je pense. Il a été condamné 2 ans plus tard. Alors là, le drame qui était, enfin c'était... Mais en dehors de l'amende, il y a eu un changement sur les... Non. Sur les qui fait attention. Donc c'était dans la rue Claude Bernard, puisque le monde était là, sur rue en pente.
Et donc, la mairie de Paris, on était un vendredi, ils avaient commencé le lundi. Dans le marché, il était dit qu'ils travaillaient jusqu'au lundi. Et donc, ils faisaient la moitié de la chaussée, puis l'autre moitié de chaussée. Et donc, ils avaient décidé de laisser, la mairie de Paris, de laisser la moitié de la chaussée à la circulation. Au lieu de dire que les ambulances, éventuellement que les bus, où on fait une déviation complète pendant une semaine. Pourquoi pas? Inimaginable pour la ville. Non, 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 il faut que ça circule. Donc, la moitié de la circulation, donc ça crée des problèmes de circulation, ça crée un stress supplémentaire parce qu'il y a du klaxon, du machin, du truc, puisque évidemment, pendant une semaine, voilà. Et donc, la mairie de Paris, par son factotum qui était là systématiquement pour regarder les autres travailler, leur a dit, ça serait bien de finir vendredi, comme ça on pourrait libérer la chaussée samedi, dimanche, lundi. Et donc, on était le vendredi. Et donc, au lieu d'arriver à 7h30 le matin, ils sont arrivés à 6h. Donc ils avaient damé toute la semaine. Le vendredi, le mec s'est levé à 4h du mat, a été au dépôt à 5h. De 5h à 6h30 en camion jusque là, ils ont commencé à 6h30 pour finir le soir. Et j'ai essayé de mettre une infraction à la ville. Et je n'ai pas trouvé d'infraction. C'est-à-dire j'ai cherché dans le code. Voilà. Parce que mise en danger d'autrui, ça correspond. Et là on en revient à l'organisation du travail. Voilà. Et mise en danger d'autrui, pour mettre en cause la ville là-dessus. Même si tu avais prouvé que c'était un élément explicatif. Ah mais il était 4h de l'après-midi le vendredi. De l'accident. C'était le premier jour de grosse chaleur, c'était au mois d'avril, il faisait très très chaud, le bitume était donc très chaud, plus la chaleur en plus. Et il se dépêchait de finir. Mais si tu veux, l'arrangement, enfin ce que demandait la ville, c'était pas par écrit, c'était de l'oral. Donc comment il serait allé au tribunal, enfin j'aurais trouvé la combine pour faire dire aux mecs, si, je leur ai dit de se dépêcher pour finir le soir. Et donc, à cause de cet accident, tout a été arrêté, et donc j'ai tourné sur ce chantier, et je les ai regardés travailler 3, 4, 5 jours encore. Tous les jours, j'allais sur le chantier pour comprendre ce qui se passait, quoi. Et alors pourquoi ces putains de manches-là, ils ne se remettent pas au point mort? Parce qu'il y a une question d'esthétique. C'est-à-dire que si tu arrêtes le chantier, l'engin, sur le bitume chaud, ça fait que les billes s'affaissent et donc il y a une marque dans le bitume. Ce qui veut dire que tu es obligé de redescendre là où il n'y a pas de bitume et que tu es obligé de reprendre tout ce que tu as fait en aval pour cacher la marque des billes. Et donc, autant là, c'était possible, parce que le pavé dur, en dehors du bitume, était à 35 ou 40 mètres. Mais quand tu es sur les autoroutes, quand tu fais une autoroute, souvent, les mecs, ils font des passes de 800 mètres. Pour aplanir sur 800 mètres. Aller, retour, aller, retour. Voilà, ça c'est le fond du sujet. Et c'est pour ça qu'ils ont obtenu une dérogue sur le système homme mort. Pour une question esthétique. Et donc, je passais tous les jours à cet endroit-là. Et l'engin, quand il est monté sur le type, il a fait comme ça. Et il y avait une marque de bitume de l'engin qui avait fait comme ça, longue comme ça, devant le journal Le Monde, pendant 10 ans. Et que je passais devant tous les jours, enfin, souvent, et je voyais toujours cette marque.
Et donc, comme il s'est penché, il a dévié. Et donc, après avoir écrasé le type, l'engin a continué tout seul, mais il ne continuait pas droit, il continuait de travers. Et un type qui a vu l'accident, qui était un des types qui posait le goudron plus haut, a couru pour arrêter l'engin, qui allait rentrer dans un magasin d'antiquaire, ou je ne sais plus quoi, et qui allait tout écraser dans le magasin d'antiquaire, à 5 km/h, tranquille. Il a couru tout de là-haut pour arrêter l'engin qui dérivait, qui allait monter sur le trottoir, qui allait tout défoncer, parce que c'est une force. C'est un 7 tonnes. Hein. Voilà, j'ai le nom de la boîte, elle existe toujours. Qui c'est qui délivre ce type de dérogation? Ben, c'est une norme, les fameuses normes. Tu sais, les normes européennes donc, qui se mettent entre eux, c'est-à-dire oui. il y a une norme... Pas une oui, non, parce que tu avais dit dérogation, c'est pas une dérogation, puisque c'est pas une obligation, le système en mort. Ah bah si, un engin, enfin, si, je te trouve un truc, si, toutes les machines doivent s'arrêter quand il n'y a pas le conducteur. Donc ils ont une norme européenne qu'ils ont négociée entre eux. Donc ils sont 60 négociateurs là, donc des bitumeurs, des fabricants d'engins, au niveau mondial il y en a 7-8, et un représentant du ministère du Travail. C'est ce que j'allais te demander, qui ne dit rien. Et l'État dans tout ça. Qui ne dit rien. C'est un ingénieur, il est là, il ne dit rien, il appartient à la direction générale du travail. Et donc toujours, quand tu as une norme, tu as tous les gens qui ont négocié, qui ont discuté entre eux, entre lobbies. Ah, on les connaît nommément. Ah oui, on a tous les noms. Pareil sur les ascenseurs. Bon, les ascenseurs, tu as une norme qui dit que le garde-corps qui est sur la cage d'ascenseur, alors que les gens viennent les ascensoristes viennent y travailler, le garde-corps est à 70 cm de hauteur, donc ici. Les garde-corps, c'est entre 1 m et 1 m 10. Voilà. Et bien, ils ont négocié entre eux que ça sera 70. Donc, c'est un garde-corps qui ne sert à rien. Et donc, quand il y a une chute, les ascenseurs, souvent, ils sont à ça de la paroi. Tu peux chuter de 90 mètres. Quoi. 70 cm, ils ont dit. Je leur dis à quoi ça sert, 70 cm, vous pouvez m'expliquer. Ah, mais on est attaché. Je dis oui, mais la protection collective d'abord. Protection individuelle, c'est secondaire. Ça ne doit pas exister. C'est parce qu'il n'y a pas de protection collective que vous mettez une protection individuelle. Et là, il y a une protection collective. Vous mettrez une protection collective à 1 m 10. Mais la norme, c'est 70. Je lui dis, je m'en fous. Et tu sais pourquoi, quel intérêt ils avaient à changer cette norme? Autant pour l'engin, tu l'as expliqué, si tant est qu'on puisse appeler ça une raison esthétique, mais pour l'ascenseur, tu sais? Pour l'ascenseur, c'est que quelquefois, le plafond de la cage d'ascenseur n'est pas assez haut, de 40 cm. Voilà. Et donc, je leur dis, mais dans ce cas-là, vous cassez le plafond et vous faites plus haut. Oui, mais alors après, c'est sur la toiture, et donc, l'architecte n'est pas d'accord. J'ai dit, écoutez, l'architecte n'est pas d'accord, je m'en fous. Moi. Vous faites. Ne me dites pas 40 cm de plus sur la toiture, tu sais, souvent, hein, bon, on n'est pas 40 cm. Et puis ils se débrouillent pour que ça soit caché, ou ils se débrouillent. Enfin, voilà, c'est ça le raisonnement. Et je leur dis, mais est-ce que vous pouvez me prouver que là, qu'il n'y a que 70 cm avec le plafond, parce que peut-être qu'il y a 1 m 10, mais que vous mettez 70 cm. Ah, on ne sait pas combien il y a de hauteur entre la fin de la course de la cage et le plafond. Écoutez, on va mettre un PV et puis le juge jugera. Si la norme, elle est... Ah, c'est une norme harmonisée, mais ici. Donc c'est une norme légale. Il dit, écoutez, pour moi, elle n'est pas légale. Mais je téléphone à l'ingénieur prévention du ministère, il me dit, ah, c'est une norme harmonisée, on ne peut rien faire. On va voir. Parce
que tu construis quand même un ascenseur pour 40 ans, quoi, 50 ans. Et quand tu construis un immeuble, et que tu mets des ascenseurs déjà avec 70 cm, là c'est dans un immeuble neuf. Donc il pouvait très bien mettre un plafond plus haut, enfin tu vois. Ah mais il s'accroche au câble. C'est assez commode ça, effectivement. Donc le mec, toute la journée, il est attaché, quoi. Même des accidents mortels sont pas de nature à faire bouger ces normes. Mais il n'était pas accroché. Même l'inspectrice n'était pas accroché. On lui avait dit, plusieurs fois on lui a dit, écoutez, j'ai même la preuve, je lui ai mis un avertissement. Et de toute façon, résultat des courses, il est tombé, c'est de sa faute, on lui a dit. C'est comme sur les sols glissants, attention sol glissant. J'adore ça. Attention sol glissant. Bon. Là, on lui a dit. Il est tombé, c'est de sa faute, on lui a dit que c'était glissant. On lui dit de faire attention, il ne fait pas attention. Vous ne pensez pas que c'est le sol qui est glissant, donc il ne devrait pas glisser. Il faut bien nettoyer, oui, mais pourquoi vous avez nettoyé à 8 heures à l'heure où tout le monde passe? Vous pouvez mettre, je sais pas moi, vous nettoyez à minuit. Il n'y a personne qui passe. Ou alors vous mettez une déviation, on ne passe pas par là quand c'est glissant, et vous trouvez une autre porte. Ah oui, mais c'est une grande porte, c'est pas où. Non, les clients ne vont pas faire rentrer par la petite porte. Et puis, si, il fait passer par la petite porte quand ça glisse. Ah non, monsieur l'inspecteur, on ne peut pas y penser. Si. Tu repenses à d'autres... Oui, je ne vais pas te lâcher comme ça. Tu repenseras à d'autres histoires que tu nous raconteras la prochaine fois. Oui, je peux t'en raconter une, là j'en ai une. Alors attends, je vais chercher une cigarette, parce que ça me fait réfléchir ce que tu dis. Donc voilà.